Chaque année, je me pose la même question. Et si je devais relancer une boîte de prod cette année, ce serait quoi mon plan exact? Aujourd'hui, je vais te donner un plan en 7 étapes. Du début à un très gros développement, ce serait quoi le plan, en tout cas les grandes étapes que je suivrais si demain je devais remonter une agence de prod de A à Z. Avant de commencer, si jamais tu veux vraiment développer ton agence de prod, pour le coup, regarde en description, il y a une formation gratuite qui va tout expliquer. Il y a un générateur de prix, il y a pas mal de bonus, je te laisse regarder ça, c'est en description. Avant de commencer à présenter les 7 étapes, je tiens à dire que c'est le plan que je suivrai. Il y a plein de plans possibles, il y a plein de façons de faire possible. D'ailleurs, tu veux donner ton plan à toi, tu peux donner en commentaire si tu le souhaites. On va reprendre des grandes idées que j'ai déjà développées dans d'autres vidéos, donc si tu veux creuser, il y a tout un tas de vidéos adjacentes à la chaîne qui vont en parler. Mais c'est les grandes idées que je suivrai pour justement monter ma boîte de prod. Et surtout sur le plan commercial, je ne vais pas trop m'attarder sur le plan technique, c'est juste avoir des clients, facturer au bon prix, tout ça. On attaque. L'étape numéro 1, ce serait d'exploiter mon chemin de moindre résistance. On ne part pas tous à égalité. Certains ont des parents qui travaillent dans certains secteurs, d'autres ont des amis, d'autres ont des expériences professionnelles passées qui vont leur donner un avantage. On ne part pas tous de la même ligne de départ. La grande question, c'est de regarder un petit peu nos stats de base et de jouer avec ces stats. Donc par exemple, si jamais mes parents, Lanzo tout à l'heure me demandait si jamais mon père travaille chez Nike, est-ce que c'est un avantage? Clairement, tu as une porte ouverte chez Nike que d'autres vidéastes n'ont pas. Et moi, la première étape que je ferais, c'est de me dire, ok, c'est quoi mon avantage injuste? C'est quoi mon chemin de moindre résistance? Aujourd'hui, si je prends mon cas, je pense que je peux être assez bon, en tout cas meilleur que les vidéastes sur le plan marketing, notamment le plan acquisition, c'est-à-dire comment on crée un système marketing qui attire des ventes, qui attire des prospects par mon expérience dans les vidéopreneurs. J'ai pas mal d'amis aussi entrepreneurs, tout ça, c'est clairement des réseaux que je pourrais exploiter. Donc je dresserai un petit peu comme ça une feuille de route avec mes forces, mes faiblesses, le réseau que je peux exploiter et je commencerai déjà par là. Donc dans un premier temps, peut-être que juste je le noterai, mais dans l'idée de recontacter tous ces gens-là plus tard. Ensuite, j'irai un petit peu explorer les opportunités. C'est vraiment fondamental de comprendre le fait que n'importe quelle entreprise achète une solution à ses problèmes. Ça, c'est un truc que je me marquerai noir sur blanc. Quand une entreprise achète une vidéo, elle n'achète pas une vidéo, elle cherche à mieux former ses salariés, elle cherche à avoir plus de visibilité sur les réseaux. C'est-à-dire qu'elle souffre de cette situation aujourd'hui et c'est clairement des données de marché que je voudrais avoir. Les prospects d'un secteur, ils ne sont pas au même niveau de conscience. Certains ont conscience de leurs problèmes, d'autres non. Et si je te dresse un peu les éléments, tu as des gens qui n'ont pas conscience de leurs problèmes, tu as des gens qui ont conscience de leurs problèmes mais qui ne savent pas que la vidéo, ça peut les résoudre. Il y en a d'autres, ils ont conscience du problème, ils ont conscience que la vidéo peut résoudre ce problème. Et le dernier stade, ils ont conscience que toi, tu peux résoudre leurs problèmes. Si jamais je commençais aujourd'hui, moi je ne m'embêterais pas avec le premier niveau, j'irais directement voir les meilleures personnes, ceux qui savent que la vidéo, ça peut résoudre un problème. Et ça, c'est assez simple à trouver. Il suffit juste de trouver les gens qui font des vidéos aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vois une entreprise qui a plein de vidéos déjà réalisées, elle a bien compris que la vidéo, c'était important. C'est les premières personnes que j'irai contacter. Et dans un premier temps, moi, je prendrais 4 semaines pour construire ma base. J'ai déjà fait une vidéo sur comment on trouve les premiers clients. En fait, je prendrai cette vidéo, je l'appliquerai à la lettre. Mais grosso modo, pour la résumer ici, je prendrai le temps de faire des free-to-fee si j'en ai besoin pour m'ouvrir des portes, faire des connexions et surtout pouvoir montrer quelque chose si on me le demande. Je mettrai un CRM en place. Donc un CRM, c'est un outil qui me permet de savoir qui je dois contacter, qui j'ai déjà contacté. Est-ce que c'est des clients, prospects? Voilà, c'est quand je dois les relancer. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça dresse un petit peu cette carte-là des relations commerciales. Je mettrai ça en place tout de suite. Je comprendrai du coup mon chemin de moindre résistance, c'est où j'ai un avantage que les autres vidéastes n'ont pas. Dans mon CRM, je l'alimenterai avec 20-30 entreprises avec qui j'ai envie de collaborer ou avec qui j'ai un avantage ou quelque chose à proposer. Et un des points que je comprendrai, c'est le côté vitesse. C'est-à-dire que moi, par exemple, si jamais je me fixe un objectif à 3 mois, c'est-à-dire que j'ai que 3 mois. Donc, je veux faire le max. Je veux contacter le plus de personnes possible dans ces 3 mois et je veux les contacter avec d'une manière qui m'apprend le plus possible. Donc aujourd'hui, spoiler alert, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est d'avoir des contacts directs. Alors, c'est soit les événements networking, téléphone, mais en tout cas, c'est tout ce qui va être, tu vas être en contact direct avec ton client cible. Et tout ça, ça va te donner des données marché et je vais essayer d'être intéressé le plus possible pour comprendre tout simplement plein de données. Au début, je ne vais pas forcément optimiser pour faire plein de chiffres d'affaires. Je vais optimiser pour, ok, moi je veux comprendre comment ça marche dans l'industrie. Vous avez déjà fait des vidéos, vous avez fait quoi comme vidéo? Quel pôle a fait des vidéos? Pour avoir fait, moi j'ai travaillé par exemple dans l'aéronautique en faisant des vidéos dans l'aéronautique, il y a plein de vidéos, on s'en doute même pas. Genre moi j'ai fait plein de vidéos de process dans l'aéronautique, tu n'as même pas le droit de les montrer. Et en gros, c'est juste quelqu'un qui explique, voilà, le moteur il marche comme ça marche comme ça c'est connecté à ça, truc d'aéronautique, quoi, tu comprends pas trop grand chose. Mais c'est des vidéos extrêmement importantes pour eux parce que ça permet dès que quelqu'un arrive, ils comprennent tout de suite la technologie sur laquelle la boîte est en train de travailler. Donc là, au bout des 4 semaines, théoriquement, j'ai tout ce qu'il faut pour
commencer à prospecter. Et moi, c'est vraiment ce que je ferai. C'est que dans un premier temps, je minimiserai le temps entre je suis dans ma bulle, dans mon canapé tout seul, à j'ai des contacts clients. Donc, mon premier objectif, ce serait de me fixer 10 contacts par semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, je me dis, il faut que j'ai 10 réponses à ma prospection. Quoi qu'il arrive, je ferai tous mes suivis, toutes mes relances, je note tout ce qu'on me dit. Et soit j'ai un rendez-vous, soit si jamais c'est pas possible parce que j'ai une objection, ce qui va arriver, je creuse, je veux comprendre. Si par exemple on me dit je ne suis pas intéressé, moi je veux comprendre comment dans un monde où la vidéo a une telle importance, la personne en face de moi n'est pas intéressée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'a jamais fait de vidéo? Est-ce qu'il a eu une mauvaise expérience avec un freelance ou avec un vidéaste? Je veux vraiment essayer de comprendre comment il pense, pourquoi il m'explique qu'il n'est pas intéressé, qu'est-ce qu'il veut dire par là, et prendre un maximum d'infos de marché. Et à partir de là, je commencerai à me fixer des deadlines. On va parler de plan de 3 mois. Donc la grande idée, c'est de me fixer une étoile polaire, c'est-à-dire c'est un objectif unique de résultat par lequel toutes mes décisions vont être prises. En général, on va fixer quand on débute un objectif de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ça permet de valider le marché, ça permet de valider le fait qu'on sait vendre, ça permet de valider le fait de mettre une brique vers notre rêve qui est de vivre de la vidéo, tout simplement. Donc je me mettrai un chiffre d'affaires, par exemple je pourrais me dire je vais facturer 10 000 euros, 15 000 euros dans les 3 prochains mois. Si je facture 15 000 euros dans les 3 prochains mois, je suis bien. Et pour faire cet objectif de 3 mois, je vais me fixer des objectifs. Je l'avais parlé dans la vidéo justement comment trouver ces 5 premiers clients et j'appliquerai ce plan-là. Donc je le rappelle ici, faire 10 contacts par semaine, 100% des relancés suivis, 2 événements networking par mois, 2 posts LinkedIn par semaine, un rendez-vous client par semaine. Je ferai ça toutes les semaines. Et l'autre, c'est commencer à me mettre une structure organisationnelle qui me permette déjà de réaliser ça toutes les semaines, donc déjà de pouvoir planifier ma semaine, mais aussi de pouvoir faire le débrief de ma semaine. Je m'explique. Tous les lundis matins, alors ça je vous parle, c'est vraiment mon organisation et c'est mon organisation depuis 8 ans. Tous les lundis matins, je me dis, ok, voici mon plan de 3 mois, où est-ce que je mets toutes ces tâches? Donc par exemple là, je dois faire un événement networking toutes les 2 semaines. Donc peut-être que cette semaine-là, je dois le trouver, l'événement. Donc je vais prendre mon agenda, je vais dire, ok, de telle heure à telle heure, je vais chercher l'événement et je me le note. Ok, je dois faire 10 contacts par semaine. Ça correspond à 2 blocs de prospection dans ma semaine. Tel moment et tel moment, je prospecte. Quand je dis je prospecte, ça veut dire que je vais qualifier des gens, je vais faire rentrer des gens dans mon CRM et après je vais les appeler. Donc il me faut 10 contacts, peut-être qu'il faut que j'appelle 20 fois pour qu'ils répondent, mais en gros il faut que je passe un certain nombre d'appels pour avoir un certain nombre de contacts et c'est pas forcément je fais 10 appels, j'ai 10 personnes qui répondent, je fais 20 appels, peut-être que j'en aurai que 10 qui vont répondre, donc il faut que je prenne aussi en compte ce point-là. Au début, je ne vis pas de la vidéo, j'ai aucun client, donc théoriquement l'entièreté de mon temps il est sur des tâches commerciales, mais plus tard j'aurai des temps de production. Mais l'idée c'est de chaque semaine, début de semaine, je me dis voilà j'ai tel projet, j'ai tel truc, je dois prospecter, je dois faire ci, je mets où tout ce temps-là, donc mardi matin je fais ça, je mets vraiment des blocs de temps dans l'agenda et c'est important. L'autre point c'est que je dissocie 2 types de familles de temps. Le premier c'est le temps dit manager. Le temps manager c'est le temps de meeting on va dire, donc rendez-vous client, tout ce qui va être en interaction avec les gens. Et le temps créateur. Le temps créateur c'est justement une journée vide. Voilà, j'ai une journée, j'ai mon mercredi, moi ça a souvent été mon mercredi, c'est entièrement vide. Pourquoi c'est vide? Parce que c'est un temps où je vais dire voilà je fais du montage. Je vais pas dire je dérush, je fais la colo, je fais je sais pas quoi. Non, j'ai un temps vide et je me dis ça c'est fait pour créer. Donc j'ai mon projet vidéo, voilà, je vais le reprendre et je vais monter toute la journée. Il ne faut pas faire c'est mettre des temps managers sur des temps créateurs. Si un jour tu t'es mis une journée full création et qu'à 10h tu as un meeting et à 15h tu as un meeting, ça va te fatiguer grave parce que tu dois arrêter ton montage, faire le meeting, donc déjà t'es pas du tout dans l'ambiance de faire un rendez-vous client. Tu sors de ton truc, en plus tu dois prendre quelques notes, envoyer des machins, enfin voilà, tu reviens dans ton montage, donc ça veut dire que tu dois recharger, ok j'en étais où, machin, j'étais là, ok. Donc ton cerveau ça utilise énormément d'énergie de faire ça, et après tu vas devoir recouper, pareil, machin, ça t'es sûr que tu finis ta journée, t'es sur les rotules, t'as le cerveau démonté. Donc déjà je dissocierai ces 2 temps, je m'organiserai vraiment pour que ça ce soit le plus carré possible. Alors des fois il y a des imprévus bien entendu, mais voilà. Et ensuite, un temps qu'il ne faut pas négliger, c'est le temps d'itération. C'est-à-dire de me dire, ok, je devais faire quoi la semaine dernière? J'avais 10 contacts à faire. Purée, j'en ai fait 4. Qu'est-ce qui explique que j'en ai fait 4? Pourquoi j'en ai fait 4? Qu'est-ce que je peux changer cette semaine pour en faire 10? Parce que faire 10 contacts, c'est clairement aligné avec mon objectif de faire 15 000 euros dans les 3 prochains mois. Donc là, je suis en train de mettre des bâtons dans les roues pour pas remplir mon objectif. Il faut que j'itère, il faut que je comprenne. Et il faut éviter des trucs basés sur la volonté, genre ouais, là, je serai plus motivé la prochaine fois. Non, spoiler alert, si tu changes rien, tu vas se faire 4 contacts, pareil. Donc il faut se dire, peut-être l'heure, c'était pas la bonne. Je l'ai mis sur un temps qu'il fallait pas. Je vais peut-être le modifier, je vais faire la prospection ici. Peut-être que quand je dis l'heure, c'était pas la bonne, même pour soi. Peut-être que je suis arrivé, j'avais la flemme, je les ai pas fait en fait. C'est sûr que si tu te mets de faire de la prospection de 18 à 20 heures, imaginons que les gens répondent, bon bah 18 à 20 heures, t'as large la flemme en fait. T'es en fin de journée, c'est le premier truc qui va sauter. Vu que c'est important, je vais peut-être le faire le matin direct. Et donc l'idée c'est vraiment d'itérer, comprendre ce qui marche pas. Si j'ai eu des objections dans ma prospection, je les note. Ok, je pourrais répondre quoi à cette objection? Si je prends un peu le framework qu'ont déjà dit les vidéopreneurs, je le répète, réception, position, action.
réflexion, ça veut dire quoi? Réceptionne l'objection, je vais dans son sens, je balance un petit argument, après une petite question ouverte et je laisse un silence pour voir ce que le prospect répond. Donc on est avec le prospect. C'est lui et moi face au problème, pas lui contre moi et je lui explique qu'il est trop bête de ne pas faire de vidéo. Donc voilà, j'essaie de réfléchir, d'avoir ce temps d'itération, ça va être extrêmement important parce qu'on va trouver des réponses là-dedans et surtout pour faire les tâches toutes les semaines. Ça va pas forcément être simple, mais il va falloir le faire. L'autre point que je me répéterai en boucle, c'est le fait d'accepter qu'on est dans une période d'apprentissage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais faire mon premier appel, il va être nul, c'est sûr. Mon deuxième, il va être nul. Mon troisième, il va être nul. L'idée, c'est pas de viser que le premier soit parfait, c'est que le premier appel, il sert pas à décrocher un rendez-vous. Il sert à me sortir de la situation où je suis. C'est-à-dire de commencer à me désensibiliser sur le fait d'avoir peur d'appeler, par exemple. Pareil, je vais décrocher un contrat. Je vais dire, ça va me prendre 2 jours. En fait, ça m'en prend 4. Faut que j'accepte ça. C'est logique. J'ai jamais fait de prod vidéo, donc là, je me dis, ça m'en prend 2. En fait, ça m'en prend 4. Et c'est pour ça qu'il faut un process d'itération. Parce que là, je vais pouvoir me dire, ok, là, j'ai cru que c'était 2, c'était 4 en fait. Donc la prochaine fois, je vais faire 4. Et donc, dans un premier temps, je serai dans cette action-là permanente pour justement décrocher des contrats. Donc là, au bout d'un moment, forcément, au bout de quelques semaines, si tu fais 10 contacts par semaine, c'est-à-dire que sur 3 semaines, tu as fait 30 contacts. C'est-à-dire que tu as peut-être appelé 60 fois, tu n'as plus peur d'appeler. Voilà, là c'est réglé. Donc là, tu es sur une petite autoroute, là tu es bien. Et là, il va commencer à falloir passer au niveau supérieur. Donc pour passer au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la donnée. Il va falloir commencer à documenter ce qu'on fait. Dans un premier temps, on va commencer à raisonner, en tout cas dans notre tête. Donc il y a grosso modo, là, dans ce que je dis, il y a 5 pôles. Premier pôle, c'est la vision, vers où on va, donc j'en ai parlé, plan de 3 mois, organisation, machin, tout ça. Deuxième pôle, acquisition. Donc qu'est-ce que je mets en place pour attirer des clients à moi? Notamment là, c'est la prospection. Troisième pôle, la conversion. Une fois que j'ai un client, c'est quoi mon process? Enfin, pas un client, mais un prospect qui est un peu chaud là, qui est en face de moi. C'est quoi mon process pour lui vendre ce que j'ai à vendre, comprendre son besoin et avoir ce processus de closing, on s'est entendu sur quelque chose, comment on va plus loin et comment ça devient justement mon client. Quatrième pôle, fidélisation. Une fois que j'ai un client, ça on va en parler après, comment je fais pour le fidéliser, pour qu'il rachète. Puis cinquième pôle, l'itération, sur chacun de ces points, comment j'améliore tout le process pour à chaque fois éviter la déperdition et faire plus avec moi. Et pour l'itération, vous voyez bien que vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne comprenez pas. Pour comprendre comment ça se passe, il faut commencer à avoir des données. Donc là, je commencerai à avoir des dashboards très simples. Au début, je mettrai à la main. Après, il y a moyen d'automatiser beaucoup de choses, mais au début, je le ferai juste à la main. Donc, je commencerai à me renseigner, ok, combien je fais d'appels pour avoir un contact? Ensuite, combien de contacts il me faut pour avoir un rendez-vous? Combien de rendez-vous il me faut pour signer un deal? Et là, c'est super intéressant. Juste en ayant ça déjà, on va vite voir c'est où le 20-80 à améliorer en mode fainéant intelligent. Parce que si jamais vous dites, ok, je passe par exemple 2 appels pour un contact. Bon, voilà, c'est une stat à peu près normale, ok. Par contre, il me faut 10 contacts pour avoir un rendez-vous. Clairement, ma prospection est mauvaise. Là, dans les vidéopreneurs, si vous voulez une stat à grande échelle, disons, c'est 3,6 contacts. 3,6 contacts, on a un rendez-vous. Donc, on arrondit à 4. Théoriquement, quand vous faites 4 contacts, vous êtes censé avoir un rendez-vous. Alors, si vous êtes à 5, 6, parce que vous débutez, c'est possible. Mais vous savez que vous avez un gros axe d'amélioration et que ça va être beaucoup plus simple d'améliorer ça que par exemple si jamais à chaque contact vous envoyez une proposition commerciale et ça signe. Ça veut dire que ça va être dur à améliorer. Du coup, même si c'est 1 sur 2, c'est très dur de passer à 1 sur 1. Et pareil, à un moment donné, vous remarquez que peut-être à chaque rendez-vous client, justement, toutes les propositions commerciales que vous envoyez, il n'y en a aucune qui signe. Il y en a 1 sur 20. Là, voilà, vous voyez votre axe d'amélioration. Vous le voyez tout de suite. Il va commencer à falloir raisonner comme ça en mode données. À être mathématicien, mathématicienne dans l'âme et des maths de base. C'est pas on parle pas d'intégrale, de fonctions très complexes. On parle juste de division, de voir très rapidement où sont les axes d'amélioration. Et pareil, je parlais tout à l'heure de bilan de la semaine, pourquoi j'ai pas fait ça et tout. Du coup, dans ce bilan de la semaine, vous pouvez commencer à mettre une révision un petit peu des statistiques, de dire voilà combien j'ai besoin d'appels, tout ça, et comment je peux optimiser un petit peu tout ça. Il y a un vrai élément qu'il faut commencer à comprendre, que ce soit dans vos posts LinkedIn, dans vos appels, tout ça, c'est la notion d'effet cumulé. C'est-à-dire que si imaginons sur un trimestre, tu fais 10 contacts par semaine, ça veut dire qu'à la fin, 120 nouvelles personnes dans ton pipe commercial. 120 personnes que tu relances régulièrement. Donc à un moment, faire 10 contacts, c'est pas très compliqué. Au début, c'est compliqué parce qu'il faut trouver les entreprises, ça peut être un peu long. Mais après, quand tu fais des contacts, c'est-à-dire que tu relances aussi tes anciens clients. Donc au bout d'un moment, faire 10 contacts, c'est facile. Tu peux même passer avant. Parce que tu en as 10, c'est ton pipe d'avant. Pareil, quand tu as fait tes premiers contacts, au début, tu te dis ouais non, je suis pas dispo, j'ai pas les budgets, rappelez-moi en janvier. Vraiment, tu arrives en janvier, tu as tous ces gens-là à rappeler. Et quand tu les rappelles, là, ils ont déjà moins d'excuses, disons. Ils t'ont déjà dit de les rappeler, donc voilà, en janvier, c'était le bon moment. Dites-moi alors, c'est quoi les projets? Et là, tu vas commencer à voir, ouais, justement, il y a ci, il y a ça sur la table, Et tu vas commencer à voir que tu signes des gens que tu as eu en appel 3 mois avant, 4 mois avant. Et tu remarques l'effet cumulé. C'est que si tous les trimestres, tu fais 120 personnes, premier trimestre, tu as 120
personnes dans ton pipe. Deuxième trimestre, tu as 240 personnes dans ton pipe. Et à chaque fois, tu rajoutes 120 personnes. Et en plus, tu rajoutes, c'est pas genre des trucs uniques, c'est que ça se rajoute à des gens que tu relances. Donc ça veut dire que dans ton pipe, tu as 240 personnes qui tournent comme ça. Quand tu es vidéaste, je te dis, si tu fais 3 projets par mois, tu es bien. Tu factures 10 jours. Donc 3 projets par exemple, ça va être à peu près ça va être 3 jours quelque chose par projet. Donc 3 projets par mois, tu vis méga bien en tant que vidéaste. Tu as 240 personnes dans le pipe. Il y a quand même une probabilité assez grande que dans ces 240 personnes, il y a 3 projets quoi. Mais c'est pareil pour tes posts LinkedIn. Au début, ça n'a pas d'impact. Tu es là, tu postes, voilà. Et au bout d'un moment, tu as fait combien de posts? Tu as combien de gens qui sont rentrés petit à petit? Et c'est vraiment ça qu'il faut aussi comprendre. C'est le point de, faut pas faire une action pour un résultat, même si c'est important, il faut les analyser. Mais il faut faire l'action pour l'action. C'est-à-dire, au début, ça va pas forcément amener de résultat. Il faut un peu amorcer ce truc-là. Au bout d'un moment, ça t'a tellement amorcé le truc que ça devient facile. Maintenant que tu commences à avoir des métriques sur le système d'acquisition, tout ça, et sur le système de conversion, tu sais que voilà, il te faut tant de clients, tant d'appels, machin. Il va commencer à falloir faire des dashboards un peu plus financiers. Notamment, va falloir que tu sois assez carré sur 3 paramètres financiers qui sont le signé, le facturé et le prévisionnel. Alors ça veut dire quoi? Le signé, je prends un exemple. Là, demain, tu signes 10 000 €. Voilà, il y a un projet vidéo, c'est 10 000 €. Sauf que le client, il paye en 10 fois. Donc, en signé, tu as 10 000 € ce mois-ci. En facturé, tu as 1 000 € et en prévisionnel, du coup, tu as 9 000 répartis, enfin 1 000 par mois sur 10 mois, quoi, sur les 9 prochains mois. Donc, il te faut un tableau avec lequel tu as tout ça qui est très clair pour que tu saches qu'en novembre, il y a tant qui va tomber, il y a tel client qui doit payer. Tu vas commencer à pouvoir faire des petites stats, notamment à avoir 2 paramètres qui vont être extrêmement importants pour la suite. Le premier, c'est la Lifetime Value Client, la LTV. La LTV, c'est combien un client dépense avec toi sur sa durée de vie totale. Tu as de la chance, c'est que la vidéo, c'est une durée de vie infinie. Tu as toujours besoin de nouvelles vidéos. Par conséquent, la LTV potentielle, elle est infinie. Et ensuite, moi, j'aime bien regarder le panier annuel moyen. Donc, ça veut dire quoi? C'est que tes clients, ils dépensent un montant chez toi, par exemple 2 000 € une vidéo. La grande idée, c'est d'avoir cette logique un petit peu d'évolution, de voir comment on peut s'engager sur des projets annuels récurrent beaucoup plus gros. Donc un client qui était à 2 000 € une vidéo, dans quelle mesure il peut passer à beaucoup plus que ça? Je vais te donner des exemples. Un client pour qui tu couvres un événement, tu fais un petit after movie, un petit truc. Dans quelle mesure il n'a pas d'autres événements en fait? Et tu peux pas couvrir tous les événements en vidéo. Peut-être qu'il a d'autres types de problématiques. Tu peux en parler avec lui, tu peux voir, ok, on peut faire tel truc, des stratégies de contenu sur les réseaux sociaux. On peut peut-être faire, comme je disais, un certain type de process, des vidéos en interne. Et ça, tu vas pouvoir les avoir en discutant avec tes clients. Tu dois avoir vraiment ce truc-là de, ok, un client il rentre avec un projet très basique, comment on le fait passer à quelque chose de beaucoup plus conséquent et comment je commence à résoudre tous ces problèmes au moyen de la vidéo. Et c'est là où va rentrer un petit peu en compte la fidélisation, ce que je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a énormément de vidéastes, ils font un projet une fois pour un client, le projet ça se passe bien, voilà, la vidéo est livrée, et le vidéaste, il s'en va. On n'entend plus parler de lui. Non, il faut avoir cette perspective toujours d'évolution avec le client. C'est-à-dire, voilà, il est là, vous avez fait un projet une fois ensemble. Déjà, premier truc, une fois que tu as livré la vidéo, 2 semaines, 3 semaines après, il faut automatiquement mettre un rendez-vous feedback. Genre, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a rempli les objectifs qu'on s'était préalablement fixés? Oui, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la suite? C'est quoi les points de process que peut-être n'étaient pas top, où il y avait un peu de friction que je pourrais corriger de mon côté? Et c'est comme ça qu'on se rend indispensable et c'est surtout comme ça que derrière, un client qui a dépensé 2 000 € une fois, il peut dépenser 20 000, 30 000, 40 000 € avec vous. Et il faut comprendre que les sociétés avec qui vous avez traité, elles ont des budgets com. Et les budgets com, c'est pas 20 000 €, 30 000 €. Il y a des budgets com en millions. Alors, ils vont pas dépenser 1 million d'euros en vidéo, mais 30 000 €, ça vous paraît énorme peut-être aujourd'hui. Il y a des tas de boîtes, des PME. Une PME, c'est moins de 43 millions d'euros en France. Enfin, c'est 43 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien dépenser 100 000 € de vidéo par an. C'est rien. Et par conséquent, vous devez vraiment avoir cette logique-là de vouloir aider votre client et de vouloir maximiser le panier annuel moyen. Et c'est bien, c'est que vous n'avez qu'une valeur à surveiller. Vous avez votre panier annuel moyen et vous dites, ok, si jamais c'est ça mon panier annuel moyen et que j'ai tant de clients cette année, je fais tant de chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus simple d'augmenter ce panier moyen que d'aller chercher de nouveaux clients. Les clients, ils ne vous font pas confiance, ils ne vous connaissent pas. C'est toujours plus long que de prendre des clients existants et tout simplement leur revendre des choses. Pour augmenter ce panier moyen, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, il peut revendre juste des projets. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a un événement. Imaginons qu'il fasse 4 événements par an, fais les 4 événements. Tu fais de 1 à 4, tu fais x4 sur ce client, tant mieux, c'est trop bien. Et lui, il est super content, il y a tous ces événements qui sont couverts en vidéo. Tu peux aller, encore une fois, aller choper toutes les autres problématiques. Bon, ça, on en a parlé. Maintenant, tu peux faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mais qui auront une grande utilité pour ton client. Par exemple, tu peux dire, voilà, moi, je suis disponible pour vous, on fait un groupe ensemble, et par exemple, tous les mardis après-midi, je suis disponible pour vous si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est un abonnement mensuel, et on pourra faire un petit check-up de vos contenus, votre marketing, ci ou ça, suivant les compétences que tu as. Et moi, en tout cas, c'est ça que je ferai, et c'est un abonnement
mensuel. Tu sais que toi, tous tes mardis après, peut-être tu es en montage, les gens peuvent réserver des appels avec toi et ça te permet de dire voilà, si vous avez besoin pour X euros par mois, vous avez accès à moi. Premier point. Deuxième point, tu peux dire, alors ça, tu vas pas le valoriser directement, mais tu vas vendre beaucoup plus cher tes prestations pour ce point-là, c'est de dire voilà, on fait une sorte de réseau. Moi, je fais un réseau avec mes meilleurs clients et du coup, je fais des soirées tous les trimestres où je fais rencontrer mes meilleurs clients pour qu'ils discutent d'entrepreneuriat. En tout cas, c'est des gens d'un certain niveau. Par conséquent, ça te permet d'accéder à ce réseau en étant client de mes services. Je te dis ça, je te dis pas forcément de le faire, mais il faut comprendre la valeur de ton offre, elle peut passer par des trucs comme ça. Pour toi, faire une soirée par trimestre avec tous tes clients, c'est pas une organisation de malade. C'est très simple à faire. Et pourtant, ça peut augmenter la valeur de ton offre grave de chez grave. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que tes meilleurs clients ils veulent et de commencer à leur offrir. Il y a des upsells très simples, donc on va commencer à parler d'upsells, c'est des trucs qu'on vend en plus. On stocke les rushs. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, voilà, on fait tous les rushs et si jamais il y a des montages de reels, des trucs à faire, des contenus plus courts ou quoi, moi, c'est stocké et c'est temps par mois. Toi, ça te coûte pas plus de temps, rien, et pourtant, ça augmente ton panier moyen. Là, on commence à rentrer dans des détails où ça dépend les niches, ça dépend où est-ce que tu es, ça dépend tes clients, ça dépend de plein de paramètres. Mais si tu es à ce niveau-là, tu parles avec tes clients, tu essaies de voir, tu essaies de comprendre leurs problématiques et tu leur apportes des solutions adaptées avec les compétences que tu as. En gros, le point qu'il faut comprendre ici, si jamais tu fais 50 000 euros par an et que tu veux faire 200 000 euros par an, c'est très simple. Tu as que 3 points que tu peux augmenter et un des points qui est beaucoup plus simple, c'est de faire x4 sur le panier moyen. C'est vraiment la technique la plus simple. Je vais te donner quand même les deux autres techniques, en tout cas que tu peux aller chercher, c'est avoir plus de clients tout simplement, mais ça on a vu que c'était pas forcément simple. Et l'autre, c'est augmenter tes prix tout simplement. Si jamais tu fais x4 sur tes prix, sur tes clients, forcément tu fais x4 de chiffre d'affaires. Mais tu remarques que dans ces trois paramètres, après il faut regarder en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, augmenter tes prix ce sera plus simple, à un moment donné, revendre à tes anciens clients ce sera plus simple, et à un moment donné, trouver des nouveaux clients ce sera plus simple. Il faut arbitrer en fonction de ta situation. L'étape 5, c'est de commencer à ce qu'on va appeler scaler ton business de vidéo. Alors là, il va y avoir un souci. Pour te représenter comment on fait évoluer ton chiffre d'affaires à partir d'un moment, je vais te le matérialiser, te le montrer par un petit schéma. Imagine ton temps comme des unités. C'est-à-dire que quand tu fais une prod vidéo, ça te coûte 5 unités par exemple. Quand tu prospectes, ça te coûte 2 unités de temps. Imaginons que tu aies par an 100 unités. Tu vas arriver à un moment où tes 100 unités elles seront prises par la prod, par la prospection, par tout ça. Donc comment faire pour aller plus loin quand tes 100 unités de temps sont prises? Parce que quand tu vends de la vidéo, tu vends ton temps. Tu as deux chemins possibles. Enfin, tu as les deux d'ailleurs que tu vas prendre en même temps. Le premier, c'est d'augmenter ton nombre d'unités possibles et ça passe par du recrutement. Donc là, toi, tu es tout seul, tu vends 100 unités, tu recrutes quelqu'un 35 heures, par exemple, qui fait le même taf que toi. Théoriquement, tu réaugmentes de 100 unités. Donc tu as 200 unités aujourd'hui à allouer pour tout ça. Complexité, tu as 200 unités, mais tes marges, elles sont réduites parce que tu n'es plus tout seul. Tu as plus 100% de marge, tu as 75% de marge, peut-être moins, enfin, je dis des chiffres au hasard. Mais forcément, tes marges, elles sont réduites, donc il va falloir être meilleur dans ton acquisition, meilleur dans les prix ou la valeur que tu proposes, meilleur dans ta revente aux anciens clients pour justement maximiser tes marges. Et le deuxième chemin possible, que tu vas faire en même temps, c'est maximiser la valeur d'une unité. Si une unité te rapporte 2 euros, la faire passer à 5 euros, automatiquement, ça te fait plus de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'un projet à 2000 euros, ça te rapporte 2000 euros. Si jamais tu prends que des projets à 20 000, automatiquement, tu maximises la valeur d'une unité. Et ça, c'est l'idée en fait de se dire, il y a beaucoup de petites prods peut-être que tu fais aujourd'hui que tu vas arrêter de faire. Tu vas commencer à les déléguer peut-être à des vidéastes un peu plus jeunes qui sont de ton réseau. Tu vois, à chaque fois, tu envoies ces personnes-là et tu prends un tout petit pourcentage pour la mise en relation, mais tu vas devoir te concentrer sur une valeur beaucoup plus grande et des productions beaucoup plus grandes, en tout cas avec beaucoup plus de valeur monétaire. C'est un peu le moment où tu vas devoir déléguer, passer de solopreneur à entrepreneur. J'aime bien dire que pour passer de solopreneur à entrepreneur, il faut passer de faire à faire faire. Ça veut dire que tu dois permettre à des autres que tu vas recruter de faire les choses. Grosso modo, dans ton activité, tu as deux gros pôles. Tu as le pôle vente, acquisition et tu as le pôle livraison, opérationnel. Toi, dans ta tête, tu dois commencer à te dire où sont mes effets de levier. C'est-à-dire que tu ne peux plus te concentrer sur des problèmes à 10 euros. Tu dois aller chercher des problèmes à 100 euros, à 1000 euros, à 100 000 euros. Et tu dois commencer à aller identifier où sont les effets de levier et à structurer ton entreprise avec des process très clairs de comment je passe d'un client qui rentre à une vidéo qui sort. Donc les effets de levier que tu peux commencer à aller chercher, c'est augmenter tes prix, alors sans augmenter le chiffre, mais en tout cas baisser tes coûts sur des offres récurrentes que tu fais tout le temps. Si tu arrives à productiser les interviews vidéo de manière à pouvoir les enchaîner grave, une journée de production vidéo sur de l'interview, ça peut vraiment être rentable. Je vais te donner des exemples qu'on donne dans les vidéopreneurs. De lieu de te déplacer une fois et de faire une seule interview, si tu as un studio là comme on est aujourd'hui et que tu te tapes 20 vidéos d'un coup avec 20 entrepreneurs différents, pour faire simple, 1000 euros la vidéo, tu as quand même fait 20 000 euros la journée. Mais pour le client final, tes 20 clients, ça a été 1000 euros.
€. Bon là c'est des chiffres un peu donnés au hasard, mais c'est pour te donner l'idée de comment tu peux commencer à productiser des services que tu fais. Là où avant tu te serais déplacé dans les locaux, tu serais venu peut-être pour une seule interview, là tu vas te dire non c'est pas possible, vu que j'ai des gros volumes de clients, on va commencer à grouper, templatéiser le plus possible. Tu peux commencer à faire du cross-service. J'arrive à un niveau d'agence où j'ai fait plein d'événements networking, donc j'ai sûrement rencontré plein d'autres freelances, des gens qui ont des compétences annexes à la vidéo qu'on peut peut-être utiliser. On peut faire un truc un peu plus gros où moi je fais des prestations qui incluent de la vidéo, mais pas que, peut-être du référencement Google, de la pub et des trucs un peu plus 360, ce qui va me permettre de monter en gamme. Comme tu remarques, ça va augmenter ma valeur d'unité, mais ça va pas augmenter mon nombre d'unités. Ça va pas me prendre plus d'unités parce qu'en fait je vais déléguer juste les tâches, voilà, donc ça va prendre les unités des autres et moi ça me coûte rien. Ton troisième effet de levier qui va être important, c'est de déléguer, notamment la partie opérationnelle. C'est vraiment la première partie à déléguer. Tu n'es pas obligé de déléguer tous les tournages, enfin toute la prod vidéo. Tu peux te dire voilà, le dérochage, ça c'est un problème à 10 €, ça dérocher, n'importe qui peut le faire, freelance ou quelqu'un que j'ai embauché qui va dérocher, ce qui va m'aider à aller beaucoup plus vite. Le montage de manière générale, même la prod, vous pouvez commencer à embaucher des cadreurs, tout ça, c'est un effet de levier que vous avez. Alors attention, cet effet de levier, il vient taper dans les marges. Et après ça c'est le jeu de l'entrepreneuriat, c'est que chaque niveau il est toujours un peu plus compliqué que l'autre. Il va falloir un peu être malin dans comment on optimise la revente, les marges pour faire plus de chiffre d'affaires et faire tourner la boîte avec moins de marge. Et là, le dernier point, et en plus c'est très actuel ça, c'est automatiser un max. Aujourd'hui je vous donne des outils, Make, Zapier, il y en a plein des outils qui permettent d'automatiser plein de tâches. C'est-à-dire que quand vous faites un onboarding client, il y a un client qui rentre, peut-être que vous devez créer, je sais pas, des Google Drive, il y a des documents, des trucs comme ça. Intéressez-vous à Make. Make ça fait un truc du genre, la personne vous cliquez dans un Google Sheet, créer les drives, ça crée tout, voilà, avec son nom, son truc, les factures, les machins et tout. Il y a 10 000 façons d'automatiser. Pour ça, il faut avoir une cartographie assez claire de comment fonctionne votre boîte. Un truc que j'ai fait pour les vidéopreneurs initialement, mais c'est tout à fait applicable pour une boîte de prod, parce que les vidéopreneurs, c'est une machine quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous avez téléchargé la formation qui est en description, bah, vous avez reçu un mail, il y a tout ça. Bon, tout ça, il y a un truc en back-end qui vous envoie le mail, c'est pas moi qui est là sur mon ordi et qui envoie les mails. Donc, il faut le faire tout ça. Et pour comprendre que toi là qui regarde la vidéo, tu as téléchargé le truc, tu as reçu le mail, en recevant le mail, tu es dans tel truc, tel machin, puis après tu as été client, ainsi de suite. Il y a tout un système d'automatisation et j'ai besoin d'avoir une carte, et c'est ce que j'ai, une carte qui marque tout le passage avec tous les workflows, on appelle ça comme ça, pour voir où est-ce que tu passes et éviter que tu te retrouves, tu télécharges une formation, mais tu te retrouves avec un email pour dire bienvenue dans le mastermind des vidéopreneurs. Ça n'aurait pas de sens, tu vois. Ça, c'est ultra intéressant à faire, de cartographier, de dire ok, qu'est-ce que je veux pouvoir créer, qu'est-ce que je veux pouvoir faire, de créer tous ces workflows et d'automatiser un maximum. Ça va permettre de faire plus avec moins et ça va beaucoup vous aider. On va parler de délégation rapidement. Quand on délègue, l'idée c'est de recruter quelqu'un. Je pense qu'on va partir sur les basiques, mais un truc intéressant à vous poser comme question, c'est qu'est-ce que je délègue? Et je parle pas de je délègue du montage ou quoi, c'est je délègue de l'exécution, je délègue une responsabilité ou je délègue une décision. Et suivant ce qu'on délègue, ça va pas du tout être les mêmes process. Une exécution, c'est très simple, c'est de prendre des exemples qui me viennent en tête. Il y a une timeline sur Premiere Pro, on monte, c'est comme ça, c'est-à-dire que tu cut ici, là tu mets ça, les rushs en jaune tu les mets ici, les rushs en bleu ils sont là et il y a un process ultra clair pour monter la vidéo. Ça c'est une exécution et c'est facile, c'est-à-dire je vais contrôler, ok, est-ce que c'est bien fait, mal fait, mais en gros il y a un process très clair d'étapes, comme si c'était un robot finalement qui le faisait. La responsabilité c'est un peu différent et c'est d'ailleurs peut-être plus ça que vous allez déléguer dans le montage parce que c'est plus dur d'avoir l'exécution, c'est de dire, nous là il y a Lanzo derrière la caméra qui fait YouTube, il est responsable de la vidéo YouTube, du montage, tout ça. Je dis voilà, moi la vidéo YouTube j'aimerais qu'elle ressemble à ça, tu es responsable qu'elle ressemble à ça, tu fais comme tu veux, tu utilises le logiciel que tu veux, tu fais ce que tu veux, il faut que ça ressemble à ça et c'est ça les livrables que j'attends, tel deadline. Ça c'est une responsabilité. Et ensuite les décisions. Les décisions c'est un peu différent, c'est peut-être un peu avancé à ce stade-là, mais c'est de dire par exemple votre boîte de prod, il y a un directeur. Lui, tu lui dis voilà la boîte de prod, il faut qu'elle fasse 15% de rentabilité chaque année. Et lui il se débrouille comme il veut, mais il faut qu'il arrive à ce résultat. Il peut recruter, il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante que des gens qui ont des responsabilités. Et je pense que ça c'est le bon framework à avoir en tête. Quand vous avez ça, un truc tout bête, rédiger des briefs. Ce que j'attends de toi, les ressources peut-être que tu auras besoin. Nous, on fait toujours ça dans les vidéopreneurs quand on recrute et je faisais ça aussi à l'époque dans l'agence de prod quand je recrutais des gens. Toutes les ressources, c'est-à-dire que les chartes graphiques, les trucs, les machins, tout est au même endroit. Et ça permet de vraiment fluidifier le process. Moi, je fais toujours un petit loop, vous pouvez utiliser, c'est un logiciel, vous pouvez mettre qui est une version gratuite. Vous faites une petite vidéo, vous êtes sur le brief et vous expliquez, ok, j'attends ça de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que le brief, faites-le de façon à pouvoir le réutiliser pour le même poste à chaque fois. Comme ça, vous le faites une fois. Dès qu'il y a quelqu'un que vous recrutez en tant que cadreur, par exemple, vous pouvez réutiliser le même brief. Et du coup, vous voyez, vous commencez à améliorer, c'est-à-dire que vous améliorez un process. Si le brief il n'est pas clair, ok, j'améliore le brief, le process est plus clair. Et au bout d'un moment,
j'ai un process parfait quand je recrute qui permet d'éviter ou de minimiser le plus possible les erreurs. En gros, là, plus vous allez avancer dans votre agence de production, plus il va commencer à falloir se voir comme un chef d'orchestre. Quand tu débutes, on a fait au début de cette vidéo, tu es l'homme orchestre ou la femme orchestre. C'est-à-dire que tu as tous les instruments avec toi et tu joues, tu fais tout. Au bout d'un moment, il faut que tu deviennes le chef d'orchestre. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, tu passes de faire à faire. Donc là, c'est peut-être un moment où tu es peut-être moins derrière la caméra ou que sur des prods vraiment très grosses que tu as envie de gérer, mais il y a beaucoup de prods qui sont théoriquement entièrement délégués. Et tu es plus dans ce truc-là de voilà, comment je fais en sorte que mes cadreurs, mes monteurs, ils fassent exactement la vision que j'ai sur ces tournages-là, ces montages-là. Et tout à l'heure, j'ai parlé du signé, facturé, prévisionnel. Là, plus que jamais, ça va être important. Parce que là, il va commencer à falloir suivre financièrement, et c'est le gros problème des agences, où est l'argent. Parce que, encore une fois, imaginons là, je signe à 10 000 euros. Je dis, ah, trop bien, à 10 000 euros, j'ai un acompte de 30%. C'est-à-dire que sur 10 000 euros, j'ai 3 000 euros. J'embauche Lanzo, qui est derrière la caméra actuellement. Je dis, vas-y, il faut que tu gères ça. Sauf que Lanzo, le coût pour qu'il fasse toute la prod et tout, imaginons que c'est un gros projet, ça me coûte 5 000, par exemple. Bah, en fait, peut-être que j'ai signé 10 000, mais actuellement, je suis à moins 2 000 parce que j'ai eu 3 000 euros d'acompte, j'ai payé 5 000 euros Lanzo. C'est pas grave en soi, mais il faut comprendre que ça, on a un besoin en fonds de roulement, c'est comme ça que ça s'appelle en comptabilité, et c'est une dette qui peut être là, et il faut juste la comprendre et avoir ces 2 000 là en trésorerie. Si jamais j'ai d'autres clients qui payent à ce moment-là, ça comble ça, et je sais que j'ai besoin d'avoir une trésorerie minimale pour avoir ce roulement-là, c'est ok. Par contre, si je fais à l'arrache.com, que j'ai des trucs qui rentrent, qui sortent, et franchement, à un moment donné, il y a beaucoup de factures qui rentrent, il y a beaucoup de trucs qui sortent entre les outils, les gens qu'on paye, tout ça, on peut pas suivre mentalement. Il faut un dashboard facile à comprendre. Ok, j'ai ça qui rentre, j'ai ça qui sort, ça c'est mon bénéfice. Il va commencer à falloir être carré. Donc là, dans notre système d'acquisition, on fait de la prospection. Jusque-là, c'est-à-dire que c'est moi ou peut-être j'ai formé des gens ou j'appelle des gens, voilà, pour avoir justement des gens qui rentrent dans mon système et vendre. Vous voyez que la prospection, c'est super pour commencer, c'est même super tout le temps, mais il y a un problème, c'est que la prospection, l'augmenter, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que si moi je sais prospecter, il faut que je recrute des gens qui savent prospecter ou en tout cas que je leur apprenne. Et ça, c'est vraiment pas facile. Je crois que c'est un des trucs les mieux payés au monde d'être sales. Pourquoi? Parce que c'est super compliqué en fait de prospecter. Et quand on sait le faire, c'est cool, mais au bout d'un moment, je peux pas passer toutes mes journées à prospecter. Et là, je commence à avoir des enjeux financiers où je veux vraiment faire rentrer de l'argent. Donc il va falloir commencer à penser à des systèmes commerciaux plus automatisés qui permettent de faire rentrer des gens de manière plus automatique et un petit peu moins qui dépendent de moi. Il ne faut pas que je sois mon propre goulot d'étranglement. Encore une fois, je passe de faire à faire. Donc il faut que mon système il marche sans moi. Et pour ça, alors là, il y a 8000 façons de faire, mais c'est des façons en fait en réalité assez compliquées. Mais ça va être tout ce qui va être relatif à l'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, c'est le marketing entrant, disons, c'est comment on attire des gens à nous. Donc c'est la création de contenu, des systèmes de pub qui fonctionnent bien. Alors je vais en parler rapidement, mais il y a une pub qui emmène vers, je sais pas, une vidéo de vente, quelque chose comme ça, qui emmène vers un appel qui est pris par du coup ce qu'on va appeler un closer qui signe la vente. Le truc de toutes ces techniques-là, c'est qu'elles demandent d'avoir des offres productisées. Parce que si tu fais une pub et que ta pub c'est « Salut, tu veux une vidéo, contacte-moi », tu vas te retrouver avec 80% d'appels de gens qui pensent que c'est 200 balles la vidéo. Donc il te faut que tu aies un système où l'offre que tu vends, c'est « Tu es une entreprise dans le secteur de la menuiserie et tu veux une interview pour tel problème, prends un appel ». En gros, c'est ça. Et ça va te permettre de multiplier tes canaux d'acquisition. Donc tu vas faire ça sur de la pub, du ads. Là, il faut vraiment être carré dans les analytics, c'est-à-dire de savoir exactement… En gros, les ads, c'est quoi? C'est j'ai dépensé 1 euro, j'ai 8 euros qui est sorti. Il faut être ultra carré sur ces systèmes-là. Donc là, tu vas commencer à développer des systèmes d'acquisition. Et ça, je vous dis, actuellement dans la vidéo, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui le font. Au States, ça se fait, mais c'est très peu de gens. Là, dans les vidéopreneurs, commencent à voir des gens qui le font pour innover et tout ça. Mais là, on est dans l'innovation la plus totale. Donc, le chemin n'a pas encore été tracé. Donc, si jamais vous vous sentez déter, vous êtes un peu avancé dans la vidéo d'un point de vue chiffre d'affaires et que vous voulez y aller, go. Donc maintenant, voilà, on va dire que là, j'ai une agence de prod. Elle tourne, elle fait de l'argent, tout est plus ou moins délégué, les process sont clairs, on améliore, mais voilà, ça tourne bien, il y a du bénéfice tous les mois. D'un point de vue de l'entrepreneuriat, il faut commencer à penser à l'avenir. C'est là où il va commencer à falloir penser à diversifier ses revenus. Parce que dans 20 ans, je ne sais pas si je ferai toujours de la production vidéo, quoi. Dans 20 ans, je ne sais pas si le marché il a complètement changé et qu'on n'est pas passé à l'Apple Vision Pro, que les vidéos ça n'a plus rien à voir. Et peut-être que j'aurais pas envie de me renouveler. J'aurais pas envie d'être dans ces trucs-là, de devoir dire ah merde, il faut que je me renouvelle et tout. J'aurais plus envie de jouer au jeu de l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai une belle situation. J'ai une boîte qui tourne et une entreprise, en tout cas, je parle de ça en France, c'est bien de le voir comme un actif financier. C'est comme quand vous achetez une action, tu achètes à 100, tu veux revendre à 120. Sans dire que vous revendez, mais en fait, actif financier qui est l'entreprise,
elle a un bénéfice tous les ans. Et la grande idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je prends ce bénéfice pour moi sous forme de dividende ou quoi pour vivre correctement ma vie? Ou alors je me dis, j'ai un bénéfice, comment je fais plus de bénéfices en réinvestissant? Il y a plein de chemins possibles, c'est à vous de voir. Mais un truc qui est très fait, c'est d'utiliser ce bénéfice-là pour réinvestir dans des trucs très classiques, genre l'immobilier, des trucs comme ça, en pro et en perso, avec des systèmes de holding pour justement pérenniser l'activité. Et si demain l'agence de prod pour X ou Y raison, genre Covid, genre je sais pas quoi, il y a plus de possibilités, vous êtes protégé. Et un autre point que vous pouvez faire avec ce bénéfice, c'est financer des projets d'autres entreprises que de base vous n'auriez pas pu faire. Là vous êtes à un niveau, voilà, par exemple vous avez 50 000 euros par an de bénéfice. Ok, prenez 30 000 euros. 30 000 euros, on se dit, voilà, j'ai toujours voulu faire ce projet là-bas, voilà, qui n'est pas forcément en rapport avec la vidéo, mais en tout cas qui m'intéresse. Vous pouvez déjà déléguer, vous pouvez déjà commencer avec des équipes tout de suite. Et ça, c'est un vrai avantage. Pareil, si vous voulez financer, peut-être avoir des trucs qui ont du sens, de se dire, je vais financer des projets qui me sont personnels, aucune rentabilité. Allez-y, vous voulez financer un méga documentaire sur un athlète qui est votre pote et vous voulez que son histoire elle soit racontée, allez-y, vous avez le budget, vous avez les équipes. Mais en tout cas, c'est un moment où il va commencer à falloir se pencher sur diversifier ses revenus, soit par la création de nouvelles entreprises, soit par l'investissement, soit les deux. Parce que c'est vrai que le calcul, quand vous êtes entrepreneur, la retraite, on ne sait pas. Est-ce que dans 20 ans, vous voulez toujours prendre une caméra et être derrière? Peut-être pas. Est-ce que vous aurez toujours cette niaque quelque part pour faire de la vidéo? Peut-être pas non plus. Si vous avez investi, vous avez un peu un revenu passif qui va tomber. Et comme ça, voilà, vous avez votre retraite plus ou moins assurée. Et ça va être assez simple quand vous avez une entreprise qui fait des bénéfices. Donc profitez-en. Tout à l'heure, j'ai parlé de devenir le chef d'orchestre. Si jamais je continue la métaphore, il faut devenir le propriétaire du théâtre à ce moment-là. C'est-à-dire que tu as l'agence de prod, il y a un directeur qui fait ton boulot d'avant, qui gère l'agence de prod, où toi tu tires un bénéfice. Peut-être que tu achètes d'autres théâtres à côté et le chef d'orchestre de chaque théâtre fait jouer l'orchestre. Les orchestres, et du coup, c'est toutes les tâches que tu as déléguées. Là, je viens de te partager les étapes, 7 étapes que moi je suivrai. Voilà comme dans un jeu vidéo des niveaux. Il y a niveau 1, 2, 3, 4 et là, on s'est arrêté à un niveau. Tu peux aller encore plus loin, il y a encore plus de choses à faire. Je suis pas là en train de dire que c'est automatiquement quand tu gères une agence de prod, il faut que tu ailles ici. Peut-être que certains qui écouteront cette vidéo, ils se diront « Purée, mais moi, je veux pas être propriétaire du théâtre, investir et tout. Moi, je veux juste faire de la vidéo et je veux kiffer. » Et franchement, en plus, dans la vidéo, il y a vraiment ces deux voies qui sont possibles. Il y a la voie du créatif et la voie de l'entrepreneur. Peut-être que vous, le niveau 2, le niveau 3, il vous va très bien. Restez au niveau 2 ou au niveau 3. Après, c'est juste que chaque niveau a ses inconvénients. Quand tu es solopreneur, il se passe quoi quand tu te blesses? Il se passe quoi quand tu peux plus faire de vidéo ou quand tu en as marre de la vidéo? Tu dois repartir de zéro, ça va être compliqué. Mais chaque niveau a son désavantage et son inconvénient. Au bout d'un moment, tu fais plus de vidéos, tu es manager. Voilà. Alors, il y a ceux qui voudront jouer au jeu de l'entrepreneuriat. Il y a ceux pour qui ça va pas du tout intéresser. Ils veulent juste vivre la vie de vidéaste. Et c'est très bien. Moi, je vous ai dressé un petit peu la roadmap plus globale qui soit jusqu'à un niveau, en tout cas le niveau plus avancé que je connaisse, mais cette feuille de route, elle me concerne moi. Encore une fois, si vous voulez vous arrêter au niveau 2, au niveau 3, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça, c'est très bien. L'idée, c'est dans l'entrepreneuriat, vous créez votre métier, donc soyez juste à l'aise avec ça et profitez-en. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, description, j'ai dit au début de la vidéo, il y a une formation complète et gratuite que vous pouvez télécharger. Il y a un générateur de prix. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Bon courage dans vos projets.